C'est une science à la fois connue, parce que enfin, ça fait partie, je dirais, du patrimoine universel. Qui n'a pas fait de rêve, qui ne fait pas de songe, tout le monde, hein, tout le monde sans exception. Et toute la problématique autour des rêves ou des songes, c'est de pouvoir les identifier, de pouvoir les classifier, de pouvoir les hiérarchiser quelque part et de pouvoir surtout les transposer de manière significative. Alors bien sûr, je vous promets, ce soir, vous n'allez pas apprendre tout, parce qu'une séance ne suffit pas, mais c'est une séance, c'est-à-dire une webconférence découverte, et on va essayer d'utiliser quelques outils que je vais essayer de vous transmettre par rapport à une thématique telle annoncée dans les invitations officielles, à savoir un petit peu, on va parler du symbolisme des membres de la famille dans les songes. Et c'est un symbolisme puissant. On est parfois amené à voir nos parents, nos conjoints, voir nos enfants, nos sœurs, nos frères. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. Bienvenue à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Et je disais donc qu'on va essayer de focaliser sur cela, mais avant cela, je vais partager un document avec vous, un document support qui rappelle un petit peu les principes de l'onérisme. Qu'est-ce que l'onérisme? Qu'est-ce que l'onérocritique, enfin, si vous voulez, l'analyse des songes ou des rêves, et en quoi elle consiste un fondement significatif pour l'être. Dans un premier temps, alors je vais vous présenter, alors je partage déjà le document, s'il y a des arrivées, ils vont arriver tranquillement, donc je salue tout le monde, marhaban, bienvenue à toutes et à tous. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, alla milouka, marhaban, à toutes et à tous. Comme vous le voyez, c'est le langage onérique et les clés de la transposition significative des songes. Alors je pourrais, tout d'abord, on va passer, enfin, vous avez un sommaire, on va voir ensemble qu'est-ce que le langage onérique universel, qu'est-ce que la transposition significative, comment va-t-on pouvoir opérer pour pouvoir extirper un sens, les fonctions du ternaire onérique, pour les uns, on l'a déjà vu, ce sera un rappel. Et on va aborder aussi quelques clés, si vous voulez, quelques clés et outils onériques. Puis après, enfin, bien sûr, on conclura cette webconférence avec une introduction de ce qu'on appelle l'ésosémiologie, si vous voulez. Alors, très simplement, mes chers, qu'est-ce que le langage onérique universel? C'est une question qui nous incombe à fournir une définition. Définition, vous pouvez en avoir 10. Tout d'abord, pour préciser, le terme langage, ça signifie toutes les connaissances et les moyens d'accès des connaissances supérieures et entremêlées qui existent au degré de l'être humain, au degré humain. Cela peut appeler aussi aux connaissances qui sont au-delà de l'être humain, la
un peu, si vous voulez, un peu métaphysiques, et donc supérieurs à nous, hein, qui peuvent être célestes, qui peuvent être astronomiques, qui peuvent être planétaires, enfin extraplanétaires, etc., etc. Tout ce qui nous dépasse. Hein. Le langage désigne un petit peu toutes les connaissances qui nous dépassent et qui ont ce caractère d'universel. Alors l'onirisme, bien sûr, c'est tout simplement, d'ailleurs, je me suis amusé en préparant cette webconférence à regarder la traduction que Cheikh Google propose par rapport à l'onirisme. Et ils ont changé, il y a quelques années, proposé une traduction par leur algorithme extrêmement développé, Al-Manam, et là j'ai vu que l'onirisme ou l'onirique est transposé dans la langue arabe pour ceux qui sont arabisants ou bilingues. Il proposait Shibru Manam, pseudo-rêve. J'ai trouvé ça assez intéressant en me disant que les choses évoluent à l'instar des rêves eux-mêmes. Universel, pourquoi? Parce que si le langage touche toutes les connaissances universelles, par l'universel, ça sous-entend un socle ou un substrat commun, commun à tous les hommes, peu importe qu'ils soient croyants, qu'ils ne soient pas croyants, qu'ils soient lettrés, pas lettrés, qu'ils soient de telle ou de telle région de la Terre, et par conséquent, vous avez des symboles universels qui peuvent se manifester dans des pièces oniriques, dans des rêves, des songes, des visions, de manière assez subite pour tous. Et par conséquent, vous avez un socle commun dans les symboles de l'onirisme. Ça, c'est un fondement et c'est pour ça, c'est un langage et à la fois, c'est quelque chose qui est caractérisé par l'universalité. Alors, cela ne signifie pas que le langage onirique n'a pas de symboles qui sont particuliers, qui sont spécifiques à une tradition, spécifique à une culture donnée, spécifique à un code sociologique, psychologique, voire même philosophique d'une nation, d'une région dans le monde, d'une civilisation, si vous voulez, de manière extensive et peut-être même abusive. Donc, tout existe dans le langage onirique et vous avez ce qui est commun et vous avez ce qui n'est pas du tout commun et qui est propre au code qui passe par la culture ou par l'esprit de la nation, si vous voulez. Parce que ces derniers temps, on parle souvent de la nation. Une question qui s'impose, qu'est-ce que la nation? Si véritablement la nation existe, est-ce qu'elle a des frontières et est-ce que les codes ou les symboles ou les signes des songes et des rêves ont des frontières? Je vais tenter de répondre à cette question tout au long de cette webconférence. Donc, grosso modo, c'est ça la définition de qu'est-ce que le langage onirique universel. Alors, bien sûr, le langage onirique universel va, de manière immédiate, un peu plus que directe, vous plonger dans une réflexion, dans une figure de quelque chose qui vous dépasse, parce que l'onirisme vous dépasse parce qu'il vous est imposé. Vous dormez ou pas, on en parlera de la dichotomie du rêve en éveil ou du rêve en sommeil, question que j'ai déjà posée à maintes reprises, en tout cas aux participants dans mon programme d'enseignement et participantes principalement. Et les songes nous sont imposés. Vous allez vous somnoler, vous voyez quelque chose, vous allez vivre quelque chose. Alors, parfois c'est auditif, parfois c'est audiovisuel, parfois c'est même physique. Vous touchez des personnes, vous prenez des objets, vous voyagez, vous marchez. Parfois c'est extraterrestre, vous êtes dans le ciel. Parfois c'est véritablement, vous êtes enfoui dans des symboles vraiment intime et personnel. Parfois, c'est positif, parfois, c'est négatif, parfois, c'est douloureux, au point où vous vous réveillez avec des pleurs, des larmes, des
tristesses, des traumas, et parfois c'est joyeux, vous vous réveillez apaisé. Enfin, vous voyez, la question de l'onérisme est une question universelle par son aspect ubiquitaire. Hein. Elle peut frapper une personne n'importe où. Vous êtes en voyage, vous êtes chez vous, vous êtes intello, vous ne l'êtes pas, vous êtes voyageur, vous ne l'êtes pas, vous êtes spirituel, vous ne l'êtes pas. Vous pouvez, vous êtes un réceptacle ontologique, vous êtes un être qui est capable de rêver. Et ça, c'est le socle de l'onérisme. Et vu que ce socle et cette qualité nous dépassent, et elle s'impose à nous, c'est une loi existentielle universelle. Alors, je posais, quand j'étais très très jeune, je posais beaucoup de questions, enfin, j'étais épris on va dire, de rêves ou de fragments de rêves. Et je posais la question à mon entourage, est-ce qu'ils faisaient d'eux-mêmes, est-ce qu'ils faisaient des rêves ou pas? Et c'est vrai que souvent on me disait oui, mais, ou on me disait oui, oui, j'y crois, mais enfin, voilà, c'est intime, c'est trop intime. C'est trop intime. Et soit on me disait non, enfin, les rêves, c'est juste quand je suis fatigué, je vois des choses, ou que je ne vais pas bien, etc. C'est une deuxième notion qui explique que les rêves aussi peuvent être provoqués par des conditions horizontales dans votre vie. Votre morale, est-ce qu'il est votre enthousiasme, votre positivisme, votre environnement professionnel, familial, intime, votre environnement social, pour ne dire que les choses de manière aussi simple. Donc vous voyez, il y a l'aspect universel des rêves qui nous dépassent et qui s'imposent à nous. Personne ne peut dire « j'ai décidé maintenant, ce soir, ne plus rêver ». Personne. Je mets au défi tout le monde, enfin y compris moi-même, bien sûr. Personne ne pourra dire « je décide, je ne verrai plus rien ». Allez, il me reste 60 ans à vivre, je ne verrai plus rien. Et personne ne peut décider ou décréter de manière existentielle « j'ai décidé, je vais faire 10 rêves tous les soirs ». Voilà, je commande. C'est une commande, j'envoie au ciel, comme ça, ou j'envoie au fin fond de la terre, et je suis... et que le monde va se soumettre à moi et l'exécuter. Retenez ces deux idées un peu simples et un peu, enfin, qui font un peu rire, si vous me permettez, parce qu'elles esquissent l'idée de l'ubiquité des rêves. Les rêves nous dépassent, mais réellement, hein, de manière physique et métaphysique. D'ailleurs, ils s'insèrent dans notre physique pour pouvoir les vivre. Donc, ils sont ontologiquement, ils sont d'origine métaphysique. Alors, d'où viennent les rêves? C'est une question aussi qui est posée. On va l'aborder un peu plus loin. Donc, vous voyez, quand on parle de langage onirique universel, il y a la notion d'imaginer des choses. C'est comme s'il y avait un océan, tel le petit portrait qui est devant nous. Vous avez une planète, enfin, vous avez le ciel, l'espace, etc. C'est cette idée d'ubiquité, d'espace infini, etc., que tout est possible pour vous, pour nous tous. Alors, un petit rappel, je dirais littéral ou littéraire, l'onirisme dans la psychologie est cette activité mentale automatique faite de visions et de scènes animées telles qu'on réalise le rêve. Je vous donne juste un exemple de psychologie moderne daté de 1975 que je reprends. Enfin, vous voyez très très bien que la définition laisse vraiment à désirer. Et pourtant, on est au sein de la discipline qui gère, qui est censée traiter ou gérer ce qu'on appelle l'onirisme, donc les rêves, les songes et les visions. Alors on dit activité mentale. Tout ce que je disais au début, c'est au-delà du mental. C'est véritablement au-delà du mental, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Alors, en plus, je trouve cette définition
chaotique parce que le terme automatique, il n'y a rien d'automatique dans les rêves, mais véritablement rien d'automatique. Vous pouvez bien voir quelque chose, un scénario onirique positif, et dans la réalité, ça se manifeste négativement et vice-versa. Tout est possible. Vous voyez, l'approche psychologique laisse vraiment à désirer, mais ça vaut la peine d'être su pour ne pas se fier aux définitions qui sont légiférées par les publications à gauche et à droite. Passons ce point et abordons le deuxième grand point. Qu'est-ce que la transposition significative? Dans le titre, bien sûr, vous voyez, enfin, c'est un concept. Transposition significative, ça signifie comment pourrais-je interpréter ou transposer les symboles de manière significative dans ma vie, pour moi-même, ici et maintenant, ou pour l'au-delà. C'est une question fondamentale. À quoi bon faire des rêves, recevoir des rêves, faire des cauchemars, faire des visions, vivre des énigmes extraordinaires qui vous dépassent et ne pas pouvoir en comprendre le sens, le cheminement. Je rappelle entre petites parenthèses, mes chers, enfin la première partie, je vous définis les grands principes de l'onirisme et des clés significatives. Et puis après, bien sûr, on aura un exercice à faire collectivement. Vous allez y participer. C'est un travail collectif, Inch'Allah, Ya Rabbil Alamin, qui va vous permettre d'exploiter un petit peu, je dirais, à la fois vos facultés, mais à la fois aussi quelques techniques, quelques outils à mettre en place petit à petit et par habitude. Vous, bien sûr, vous développerez cela par vous-même ou collectivement. Les clés significatives des songes, ça signifie qu'il y a des clés et qu'il y a des serrures et que les songes eux-mêmes sont parfois cryptés, codés. Il y a des serrures et ces serrures sont fermées. Vous voyez par exemple à l'instant de cette image, enfin ce fond d'image, une tête de profil d'un homme. Qu'est-ce que ça signifie? Imaginez, vous voyez une personne que vous ne connaissez pas, qui porte une barbe, de grandes moustaches, des cheveux bouclés, enfin, et à la fois il y a, comment dirais-je, vous voyez un petit peu si vous scrutez le fond de cette pièce onirique, vous voyez une autoroute, vous voyez une ville au fond, vous voyez plein de choses. Un petit brin de soleil, on ne sait pas si c'est le coucher du soleil ou le lever du soleil. Donc tout cela nous appelle à user un petit peu de ce qu'on appelle une faculté imaginaire, pour ne pas dire une faculté imaginale de notre être pour pouvoir interpréter tel ou tel signe. Alors on pourrait travailler sur cette image, mais ce n'est pas celle que j'ai choisie. On en dira peut-être un mot. Vous m'en direz peut-être un mot un peu plus tard. Je demande tout simplement... Alors, comment dirais-je? J'entends un bruit qui revient au fond, mais très très cher. Voilà. Jazakumullah kulla khair. Et au passage, je salue tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Jazakumullah kulla khair. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, ceux qui n'ont pas leur micro fermé, veuillez, s'il vous plaît, le refermer, parce que j'entends beaucoup de bruit derrière. Jazakumullah kulla khair. Alors, je disais que la transposition significative appelle qu'on ait des outils pour pouvoir transposer un sens, coudre un sens par les éléments de notre rêve et trouver un sens qu'on le transpose dans notre vie, ici et maintenant. Alors, bien sûr, vous avez des sens qui vous parlent pour maintenant, vous avez des sens qui ne se réaliseront jamais ici et qui probablement, selon en tout cas la tradition de l'islam, se réaliseraient dans la vie future, à savoir ce qu'on appelle l'autre monde ou le monde eschatologique, le monde de la fin, l'autre monde. Voilà. Donc tout cela est très important à prendre en considération parce que les clés significatives ne sont pas, je dirais,
donné d'emblée comme ça. C'est un travail de scrutement, si vous voulez. C'est un travail de concentration aussi. Et c'est un travail qui va vous permettre, petit à petit, bien sûr, qui va vous permettre de tisser le sens. De tisser le sens de plusieurs signes qui sont éparpillés, soit dans le même rêve que vous voyez, soit dans plusieurs rêves, de manière, retenez le terme, diachronique, de manière, c'est-à-dire sur une longue période dans votre vie. Pendant 10 ans, combien de personnes que j'interroge et qui me disent, oui, moi je suis marqué, j'ai fait un songe, une vision il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans. Je ne l'ai jamais oublié, je suis marqué et j'ai vu telle et telle et telle et telle chose. J'ai vu un prophète, j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère, j'ai vu le soleil me parler, enfin, plein de des possibilités, des camps possibles incommensurables. Et souvent, une petite remarque justement sur ce point, c'est que ces personnes mettent un terme à la vie onirique à un seul onirisme. Ils s'arrêtent et ils vont s'attendre à ce que ce grand rêve qui les a marqués dans l'enfance, dans l'adolescence, dans l'âge adulte, enfin, peu importe à quel âge, et qui pensent que c'est ça le sort de leur vie. Alors que Dieu, et c'est ça, toute la sacralité du langage onirique, Dieu continue à leur parler, à leur signifier des choses. Par conséquent, le travail n'est jamais fini par rapport à l'onirisme. On y reviendra un petit peu sur le fondement scripturaire des visions véridiques, notamment des visions véridiques dans la tradition universelle de l'islam, particulièrement avec, je dirais, une sensibilité islamique. Les clés significatives des songes, ça signifie, je disais au début, j'avais abordé ce deuxième grand point, qu'est-ce que les clés significatives des songes? S'il y a clé, c'est qu'il y a des serrures et que ces serrures, il faudrait les ouvrir. Et pour pouvoir les ouvrir, il faudrait procéder à un certain mouvement. Alors, comment procède-t-on pour pouvoir tourner la clé, pardon, à gauche ou à droite, une fois, deux fois, trois fois, etc. Donc, c'est une science extrêmement subtile, pour ne pas dire qui relève un petit peu de l'ésotérisme, de ce qui est caché dans l'être universel ou dans l'âme universelle ou dans le monde, ou tout simplement, tel que le prophète alayhi salatu wassalam l'avait institué de manière éternelle sur le plan horizontal, à savoir que c'est un petit peu, enfin c'est le prolongement, c'est la seule dimension qui prolonge la prophétie universelle de Mohammed, Mohammed en étant bien sûr le scellé de tous les élus de Dieu, donc tous les élus y participent, sans convoquer, sans quelque part les serrures de cette prophétie qui va continuer jusqu'à la fin des temps. Je referme la petite parenthèse juste pour donner un exemple scripturaire, un fondement scripturaire de cette tradition qui, on le verra à la fin de la webconférence, n'a pas été en réalité prise de manière très... qu'elle n'a pas été prise au sérieux dans la tradition islamique, à l'instar, ou enfin à l'exception de deux ou trois deux ou trois grands penseurs, si vous voulez, des imams à travers l'histoire, qui se sont attelés à réunir quelques principes de l'onirisme. Vous pouvez, par exemple, trouver très facilement l'imam Ibn Sirin, un auteur, à qui on attribue un grand manuscrit concernant Tafsir al-Ahlam, donc l'exégèse des conglomérats de rêves, d'un mélange de rêves. Voilà, vous pouvez trouver aussi l'imam al-Nabulsi qui reprend un petit peu son travail. Enfin, vous n'avez pas dans la tradition de véritables
ce n'est pas une discipline qui a fait que ça soit enfin, elle n'a pas la même stature comme les grandes disciplines se sont développées à partir du 2e, 3e, 4e, 5e siècle, depuis l'Hégire, à l'instar, par exemple, de l'Alcorane, de trois musulmans, à l'instar de la théologie, voire même à l'instar de la philologie philosophique, etc., etc., etc. Voilà. Donc, clé significative, c'est à nous de tourner, de décrypter, de savoir tourner ces clés pour extirper des sens, pour pouvoir comprendre un sens global. Je le disais tout à l'heure, et ça c'est un point fondamental, je vous invite même à le consigner. Un rêve ne peut pas, ou un songe, une vision ne peut pas, de manière divine, être la seule modalité, la seule cause, ou la seule raison, ou la seule réalité de votre existence ici et postérieure. Vous devez apprendre, et c'est ce que j'enseigne en tout cas, j'essaye de transmettre en tout cas, à tisser aussi à l'intérieur, enfin, identifier, décrypter ce qui est à l'intérieur d'un songe, mais après, quand on arrive à extirper le sens global d'un songe, d'un rêve véridique, d'une vision hautement véridique, à le tisser avec un autre moment onirique, une deuxième pièce. Voilà, 1 an après, 3 mois après, 3 jours après, j'ai vu ça, etc. D'où cette consigne qui fut une particularité, je dirais, très ésotérique dans la tradition universelle de la spiritualité musulmane, c'est le fait de consigner ses rêves. Le fait de consigner ses rêves, celui qui consigne ses rêves, je me souviens, je connaissais un maître, rahimahullah, qui fut mon maître, rahimahullah, qui me disait consigne ce que tu ressens et consigne ce que tu vois dans ton sommeil et dans ton éveil. Et au début, j'étais très enfant, j'avais à partir de l'âge de 8-9 ans, enfin, je m'exécutais tout naturellement, mais je ne mesurais point la portée de ces consignations qu'aujourd'hui, quand je consulte, je dirais, ces consignations, je comprends les choses en tissant les fragments significatifs de l'onirisme depuis l'enfance. Et ça, c'est fondamental. Alors, ce n'est pas trop tard, si vous ne l'avez jamais fait, je vous le recommande, je vous recommande de le faire parce que c'est utile pour vous pour comprendre ce qui se joue au fin fond de votre être. Au fin fond de votre être. Et ce fin fond de votre être, ce qui va résider, qui va rester au fin fond de votre être, c'est tout simplement l'écho d'une parole, de plusieurs paroles élevées, supérieures à nous, qui nous impactent. C'est la continuité de la prophétie de Mohammed de manière magistrale, universelle, etc. Alors, troisième point, je répondrai à toutes les remarques ou vos questions tout à l'heure. Vous aurez même une petite demi-heure pour, si vous voulez, enfin, discuter, poser vos questions, enfin, pour les questions-réponses, Inch'Allah. D'abord, il faudrait savoir que tout être est à minima, enfin, composé de 3 ordres existentiels. Et là, on parle bien sûr de la science du langage onirique. On parle particulièrement des songes, des visions et des rêves, voire même, si vous voulez, des cauchemars, le degré le plus bas. Vous avez l'ordre angélique, vous avez l'ordre psychologique, si vous voulez, vous avez l'ordre dispersif, shaitani, si vous voulez. On va aborder tous ces ordres, Inch'Allah. Alors, permettez juste 2 petites secondes parce que je vois qu'il y a des personnes qui souhaitent rentrer, qui n'arrivent pas à accéder à la webconférence. Alors, pour voir, voilà, tout simplement. C'est bon. Et donc, vous avez 3 ordres. L'ordre angélique, alors bien sûr, dans la langue arabe, les arabisants, les bilingues, c'est al-malak au singulier, al-malika au pluriel. L'ordre psychologique, il est
d'origine singulier, c'est le nefs, hein, ce qu'on traduit dans la langue française par l'âme et non pas l'esprit.